Bonsoir à tous, bienvenue sur D8 pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture d'un livre de Balzac qui s'intitule Illusion perdue. Et nous en étions toujours à la première partie qui s'intitule Les deux poètes. Je vais donc poursuivre cette lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci beaucoup. Ce mot, si habilement préparé, cette vengeance attendue, alluma dans tous les yeux un éclair de joie. Sur toutes les bouches, il courut un sourire de satisfaction aristocratique. Augmenté par l'imbécilité de M. de Bargeton qui se mit à rire après coup. « Monseigneur, vous êtes un peu trop spirituel pour nous en ce moment. »« Ces dames ne vous comprennent pas, » dit Mme de Bargeton, qui par ce seul mot paralysa les rires et attira sur elle les regards étonnés. Un poète qui prend toutes ses inspirations dans la Bible a, dans l'Église, une véritable mère. Monsieur de Rubempré, dites-nous, Saint Jean dans Patmos ou le festin de Balthazar, pour montrer à Monseigneur que Rome est toujours la magna parens de Virgile. Les femmes échangèrent un sourire en entendant Naïs disant les deux mots latins. Au début de la vie, les plus fiers courages ne sont pas exempts d'abattement. Ce coup avait envoyé tout d'abord Lucien au fond de l'eau. Mais il frappa du pied et revint à la surface, en se jurant de dominer ce monde. Comme le taureau piqué de 1000 flèches, il se releva, furieux, et allait obéir à la voix de Louise en déclamant Saint Jean dans Patmos. Mais la plupart des tables de jeu, avaient attiré leurs joueurs qui retombaient dans l'ornière de leur habitude en y trouvant un plaisir de la poésie qu'ils ne leur avaient pas donné. Pour la vengeance et de tant d'amour propre irrité n'eût pas été complète sans le dédain négatif que l'on témoigna pour la poésie indigène en désertant Lucien et Madame de Bargeton. Chacun parut préoccupé. Celui-ci alla causer d'un chemin cantonal avec le préfet. Celle-là parla de varier les plaisirs de la soirée en faisant un peu de musique. La haute société d'Angoulême, se sentant mauvais juge en fait de poésie, était surtout curieuse de connaître l'opinion des Rastignac, des Pimentel sur Lucien, et plusieurs personnes allèrent autour d'eux. La haute influence que ces deux familles exerçaient dans le département était toujours reconnue dans les grandes circonstances. Chacun les jalousait et les courtisait, car tout le monde prévoyait avoir besoin de leur protection. « Comment trouvez-vous notre poète et sa poésie ?» dit Jacques à la marquise chez laquelle il chassait. « Mais pour des vers de province, dit-elle en souriant, ils ne sont pas mal. D'ailleurs, un si beau poète ne peut rien faire de mal. » Chacun trouva l'arrêt adorable et l'alla répéter en y mettant plus de méchanceté que la marquise n'y en avait voulu mettre. Du Châtelet fut alors requis d'accompagner M. de Bartas, qui massacra le grand air de Figaro. Une fois la porte ouverte à la musique, il fallut écouter la romance chevaleresque faite sous l'Empire par Chateaubriand, chantée par Châtelet. Puis vinrent les morceaux à 4 mains, exécutés par des petites filles, et réclamés par Madame de Brossard, qui voulait faire briller le talent de sa chère Camille aux yeux de M. de Séverac. Madame de Bargeton, blessée du mépris que chacun marquait à son poète, rendit dédain pour dédain, et s'en allant dans son boudoir pendant le temps que l'on fit à la musique. Elle fut suivie de l'évêque, à qui son grand vicaire avait expliqué la profonde ironie de son involontaire épigramme, et qui voulait la racheter. Mademoiselle de Rastignac, que la poésie avait séduite, se coula dans le boudoir à l'insu de sa mère, en s'asseyant sur son canapé à matelas piqué où elle entraîna Lucien. Louise put, sans être entendue ni vue, lui dire à l'oreille « Cher ange, ils ne t'ont pas compris, mais tes vers sont doux, j'aime à les répéter. » Lucien, consolé par cette flatterie, oublia pour un moment ses douleurs. Il n'y a pas de gloire à bon marché.
lui dit Madame de Bargeton, en lui prenant la main et la lui serrant. Souffrez, souffrez, mon ami. Vous serez grand, vos douleurs sont le prix de votre immortalité. Je voudrais bien avoir à supporter les travaux d'une lutte. Dieu vous garde d'une vie atone et sans combat, où les ailes de l'aigle ne trouvent pas assez d'espace. J'envie vos souffrances, car vous vivez au moins, vous. Vous déploierez vos forces, vous espérez une victoire. Votre lutte sera glorieuse. Quand vous serez arrivé dans la sphère impériale où trônent les grandes intelligences, souvenez-vous des pauvres gens déshérités par le sort, dont l'intelligence s'annihile sous l'oppression d'un azote moral et qui périssent après avoir constamment su ce qu'était la vie sans pouvoir vivre, qui ont eu des yeux perçants et n'ont rien vu, de qui l'odorat était délicat et qui n'ont senti que des fleurs empestées. Chantez alors la plante qui se dessèche au fond d'une forêt. Étouffée par des lianes, par des végétations gourmandes, touffue, sans avoir été aimée par le soleil, et qui meurt sans avoir fleuri. Ne serait-ce pas un poème d'horrible mélancolie, un sujet tout fantastique? Quelle composition sublime que la peinture d'une jeune fille née sous les cieux de l'Asie, ou de quelque fille du désert transportée dans quelque froid pays d'Occident, appelant son soleil bien-aimé, mourant de douleurs incomprises, également accablée de froid et d'amour. Ce serait le type de beaucoup d'existences. Vous peindriez ainsi l'âme qui se souvient du ciel, dit l'évêque. Un poème qui doit avoir été fait jadis. Je me suis plu à en voir un fragment dans le Cantique des Cantiques. Entreprenez cela, dit lord de Rastignac en exprimant une naïve croyance au génie de Lucien. Il manque à la France un grand poète sacré, dit l'évêque, pardon. Croyez-moi, la gloire et la fortune appartiendront à l'homme de talent qui travaillera pour la religion. Il l'entreprendra, monseigneur, dit Madame de Bargeton avec emphase. Ne croyez-vous pas l'idée du poème poindant, déjà comme une flamme de l'aurore, dans ses yeux? Naïs nous traite bien mal, disait Fifine. Que faisait-elle donc? Ne l'entendez-vous pas, répondit Stanislas. Elle est à cheval sur ces grands mots qui n'ont ni queue ni tête. Amélie, Fifine, Adrien et Francis parurent à la porte du boudoir et en accompagnant Madame de Rastignac qui venait chercher sa fille pour partir. Naïs, dirent les deux femmes enchantées de troubler la partie du boudoir, vous seriez bien aimable de nous jouer quelques morceaux. Ma chère enfant, répondit Madame de Bargeton, Monsieur de Rubempré va nous dire son Saint-Jean dans Patmos, un magnifique poème biblique. Biblique, répéta Fifine étonnée. Amélie et Fifine rentrèrent dans le salon en y apportant ce mot comme une pâture à moquerie. Lucien s'excusa de dire le poème en objectant son défaut de mémoire. Quand il reparut, il n'excita plus le moindre intérêt. Chacun causait ou jouait. Le poète avait été dépouillé de tous ses rayons. Les propriétaires ne voyaient en lui rien de bien utile. Les gens à prétention le craignaient comme un pouvoir hostile à leur ignorance. Les femmes jalouses de Madame de Bargeton, la Béatrix de ce nouveau Dante, selon le vicaire général, lui jetaient des regards froidement dédaigneux. « Voilà donc le monde », se dit Lucien en descendant à l'houmeau par les rampes de Beaulieu. Car il est des instants de la vie où l'on aime à prendre le plus long, afin d'entretenir par la marche le mouvement d'idées où l'on se trouve et au courant desquelles on veut se livrer. Loin de le décourager, la rage de l'ambitieux repoussé donnait à Lucien de nouvelles forces, comme tous les gens emmenés par leur instinct dans une sphère élevée, où ils arrivent avant de pouvoir s'y soutenir. Il se promettait de tout sacrifier pour demeurer dans la haute société. Chemin faisant, il ôtait un à un les traits envenimés qu'il avait reçus. Il se parlait tout haut à lui-même, il gourmandait les niais auxquels il avait eu affaire.
Il trouvait des réponses fines aux sottes demandes qu'on lui avait faites et se désespérait d'avoir ainsi de l'esprit après coup. En arrivant sur la route de Bordeaux qui serpente au bas de la montagne et côtoie les rives de la Charente, il crut voir, au clair de lune, Ève et David, assis sur une solive au bord de la rivière, près d'une fabrique, et descendit vers eux par un sentier. Pendant que Lucien courait à sa torture chez Madame de Bargeton, sa sœur avait pris une robe de persaline, ou de percaline, je ne sais pas comment se prononce ce mot, désolée, de percaline, on va dire, rose, à 1000 raies. Son chapeau de paille cousu, un petit châle de soie, mise simple qui faisait croire qu'elle était parée, comme il arrive à toutes les personnes chez lesquelles une grandeur naturelle rehausse les moindres accessoires. Ainsi, quand elle quittait son costume d'ouvrière, intimidait-elle prodigieusement David. Quoique l'imprimeur se fût résolu à parler de lui-même, il ne trouva plus rien à dire quand il donna le bras à la belle Ève pour traverser l'Houmeau. L'amour se plaît dans ces respectueuses terreurs, semblables à celles que la gloire de Dieu cause aux fidèles. Les deux amants marchèrent silencieusement vers le pont Sainte-Anne afin de gagner la rive gauche de la Charente. Ève, qui trouva ce silence gênant, s'arrêta vers le milieu du pont pour contempler la rivière qui, de là, jusque l'endroit où se construisait la poudrerie, forme une longue nappe, où le soleil couchant jetait alors une joyeuse traînée de lumière. La belle soirée, dit-elle en cherchant un sujet de conversation. L'air est à la fois tiède et frais. Les fleurs embaument, le ciel est magnifique. Tout parle au cœur, répondit David, en essayant d'arriver à son amour par analogie. Il y a pour les gens aimants un plaisir infini à trouver dans les accidents d'un paysage, dans la transparence de l'air, dans les parfums de la terre, la poésie qu'ils ont dans l'âme. La nature parle pour eux. Et elle leur délie aussi la langue, dit Ève en riant. Vous étiez bien silencieux en traversant l'Houmeau. Savez-vous que j'étais embarrassée? Je vous trouvais si belle que j'étais saisie, répondit naïvement David. Je suis donc moins belle en ce moment? Lui demanda-t-elle. Non, mais je suis si heureux de me promener seule avec vous que... Il s'arrêta tout interdit et regarda les collines par où descend la route des Saintes. Si vous trouvez quelque plaisir à cette promenade, j'en suis ravie, car je me crois obligée à vous donner une soirée en échange de celle que vous m'avez sacrifiée. En refusant d'aller chez Madame de Bargeton, vous avez été tout aussi généreux que l'était Lucien, en risquant de la fâcher par sa demande. Non pas généreux, mais sage, répondit David. Puisque nous sommes seuls sous le ciel, sans autre témoin que les roseaux et les buissons qui bordent la Charente, permettez-moi, chère Ève, de vous exprimer quelques-unes de mes inquiétudes que cause ma marche actuelle de Lucien. Après ce que je viens de lui dire, mes craintes vous paraîtront, je l'espère, un raffinement d'amitié. Vous et votre mère, vous avez tout fait pour le mettre au-dessus de sa position. Mais en excitant son ambition, ne l'avez-vous pas imprudemment voué à de grandes souffrances? Comment se soutiendra-t-il, dans le monde où le porte ses goûts? Je le connais. Il est de nature à aimer les récoltes sans le travail. Les devoirs de société lui dévoreront son temps. Et le temps est le seul capital des gens qui n'ont que leur intelligence pour fortune. Il aime à briller. Le monde irritera ses désirs qu'aucune somme ne pourra satisfaire. Il dépensera de l'argent et n'en gagnera pas. Enfin, vous l'avez habitué à se croire grand, mais avant de reconnaître une supériorité quelconque, le monde demande d'éclatants succès. Or, les succès littéraires ne se conquièrent que dans la solitude et par d'obstinés travaux. Que donnera Madame de Bargeton à votre frère en retour de tant de journées passées à ses pieds? Lucien est trop fier pour accepter ses secours. Et nous le savons encore trop pauvre pour continuer à voir sa société qui est doublement ruineuse. Tôt ou tard, cette femme abandonnera notre cher frère, après lui avoir fait perdre le goût du travail.
après avoir développé chez lui le goût du luxe, le mépris de notre vie sobre, l'amour des jouissances, son penchant à l'oisiveté, cette débauche des âmes poétiques. Oui. Je tremble que cette grande dame ne s'amuse de Lucien comme d'un jouet. Ou elle l'aime sincèrement et lui fera tout oublier, ou elle ne l'aime pas et le rendra malheureux car il en est fou. Vous me glacez le cœur, dit Ève en s'arrêtant au barrage de la Charente. Mais tant que ma mère aura la force de faire son pénible métier et tant que je vivrai, les produits de notre travail suffiront peut-être aux dépenses de Lucien et lui permettront d'attendre le moment où sa fortune commencera. Je ne manquerai jamais de courage, car l'idée de travailler pour une personne aimée, dit Ève en s'animant, ôte au travail toute son amertume et ses ennuis. Je suis heureuse en songeant pour qui je me donne tant de peine, si toutefois c'est de la peine. Oui, ne craignez rien. Nous gagnerons assez d'argent pour que Lucien puisse aller dans le beau monde. Là est sa fortune. Là est aussi sa perte, reprit David. Écoutez-moi, chère Ève. La lente exécution des œuvres du génie exige une fortune considérable, toute venue ou le sublime cynisme d'une vie pauvre. Croyez-moi, Lucien a une si grande horreur des privations de la misère. Il a si complaisamment savouré l'arôme des festins, la fumée des succès, son amour-propre, a si bien grandi dans le boudoir de Madame de Bargeton, qu'il tentera tout plutôt que de déchoir. Et les produits de votre travail ne seront jamais en rapport avec ses besoins. Vous n'êtes donc qu'un faux ami, s'écria Ève désespérée. Autrement, vous ne nous décourageriez pas ainsi. Ève, répondit David, je voudrais être le frère de Lucien. Vous seul pouvez me donner ce titre qui lui permettrait de tout accepter de moi, qui me donnerait le droit de me dévouer à lui, avec le saint amour que vous mettez à vos sacrifices, mais en y portant le discernement de calculateur. Ève, cher enfant aimé, faites que Lucien ait un trésor où il puisse puiser sans honte. La bourse d'un frère ne sera-t-elle pas comme la sienne? Si vous saviez toutes les réflexions que m'a suggérées la position nouvelle de Lucien, s'il veut aller chez Madame de Bargeton, le pauvre garçon ne doit plus être mon prote. Il ne doit plus loger à L'Houmeau. Vous ne devez plus rester ouvrière. Votre mère ne doit plus faire son métier. Si vous consentiez à devenir ma femme, tout s'aplanirait. Lucien pourrait demeurer au second chez moi pendant que je lui bâtirais un appartement au-dessus de l'apprenti au fond de la cour. À moins que mon père ne veuille élever un second étage. Nous lui arrangerions ainsi une vie sans souci, une vie indépendante. Mon désir de soutenir Lucien me donnera pour faire fortune un courage que je n'aurais pas s'il ne s'agissait que de moi. Mais il dépend de vous d'autoriser mon dévouement. Peut-être un jour ira-t-il à Paris, le seul théâtre où il puisse se produire et où ses talents seront appréciés et rétribués. La vie de Paris est chère et nous ne serons pas trop de trois pour l'y entretenir. D'ailleurs, à vous comme à votre mère, ne faudra-t-il pas un appui? Chère Ève, épousez-moi par amour pour Lucien. Plus tard, vous m'aimerez peut-être en voyant les efforts que je ferai pour le servir et pour vous rendre heureuse. Nous sommes tous deux également modestes de nos goûts. Il nous faudra peu de choses. Le bonheur de Lucien sera notre grande affaire, et son cœur sera le trésor où nous mettrons fortune, sentiments, sensations, tout. Les convenances nous séparent, dit Ève émue en voyant combien ce grand amour se faisait petit. Vous êtes riche, et je suis pauvre. Il faut aimer beaucoup pour passer par-dessus une semblable difficulté. Vous ne m'aimez donc pas assez encore? S'écria David atterré. Mais votre père s'opposerait peut-être. Bien, répondit David. S'il n'y a que mon père à consulter, vous serez ma femme, Ève.
Ma chère Ève, vous venez de me rendre la vie bien facile à porter un moment. J'avais, hélas, le cœur bien lourd de sentiments que je ne pouvais ni ne savais exprimer. Dites-moi seulement que vous m'aimez un peu, je prendrai le courage nécessaire pour vous parler de tout le reste. En vérité, dit-elle, vous me rendez toute honteuse. Mais, puisque nous nous confions nos sentiments, je vous dirai que je n'ai jamais de ma vie pensé à un autre qu'à vous. J'ai vu en vous un de ces hommes auxquels une femme peut se trouver fière d'appartenir. Et je n'osais espérer pour moi, pauvre ouvrière sans avenir, une si grande destinée. Assez, assez, dit-il en s'asseyant sur la traverse du barrage auprès duquel ils étaient revenus. Car ils allaient et venaient comme des fous en parcourant le même espace. Qu'avez-vous ? Lui dit-elle en exprimant pour la première fois cette inquiétude si gracieuse que les femmes éprouvent pour un être qui leur appartient. Rien que de bon, dit-il. En apercevant toute une vie heureuse, l'esprit est comme ébloui, l'âme est accablée. Pourquoi suis-je le plus heureux ? Dit-il avec une expression de mélancolie. Mais je le sais. Ève regarda David d'un air coquet et douteur, qui voulait une explication. Chère Ève, je reçois plus que je ne donne. Aussi vous aimerai-je toujours mieux que vous ne m'aimerez, parce que j'ai plus de raison de vous aimer. Vous êtes un ange, et je suis un homme. Je ne suis pas si savante, répondit Ève en souriant. Je vous aime bien. Autant que vous aimez Lucien, dit-il en l'interrompant. Assez pour être votre femme, pour me consacrer à vous et tâcher de ne vous donner aucune peine dans la vie. D'abord un peu pénible, que nous mènerons. Vous êtes-vous aperçue, chère Ève, que je vous ai aimée depuis le premier jour où je vous ai vue ? Quelle est la femme qui ne se sent pas aimée ? Demanda-t-elle. Laissez-moi donc dissiper les scrupules que vous cause ma prétendue fortune. Je suis pauvre, ma chère Ève. Oui. Mon père a pris le plaisir à me ruiner. Il a spéculé sur mon travail, il a fait comme beaucoup de prétendus bienfaiteurs avec leurs obligés. Si je deviens riche, ce sera par vous. Ceci n'est pas une parole de l'amant, mais une réflexion du penseur. Je dois vous faire connaître mes défauts, et ils sont énormes chez un homme obligé de faire sa fortune. Mon caractère, mes habitudes, les occupations qui me plaisent me rendent impropre à tout ce qui est commerce et spéculation, et cependant, nous ne pouvons devenir riches que par l'exercice de quelque industrie. Si je suis capable de découvrir une mine d'or, je suis singulièrement inhabile à l'exploiter. Mais vous, qui par amour pour votre frère êtes descendu aux plus petits détails, que vous avez le génie de l'économie, la patiente attention du vrai commerçant, vous récolterez la moisson que j'aurai semée. Notre situation, car depuis longtemps je me suis mis au sein de votre famille, m'oppresse si fort le cœur que j'ai consumé mes jours et mes nuits à chercher une occasion de fortune. Mes connaissances en chimie et l'observation des besoins du commerce m'ont mis sur la voie d'une découverte lucrative. Je ne puis vous en rien dire encore. Je prévois trop de lenteur. Nous souffrirons pendant quelques années, peut-être. Mais je finirai par trouver les procédés industriels à la piste desquels je ne suis pas seule et qui, si j'arrive le premier, nous procureront une grande fortune. Je n'ai rien dit à Lucien, car son caractère ardent gâterait tout. Il convertirait mes espérances en réalité. Il vivrait en grand seigneur et s'endetterait peut-être. Ainsi, gardez-moi le secret. Votre douce et chère compagnie pourra seule me consoler pendant ces longues épreuves, comme le désir de vous enrichir, vous et Lucien, me donnera de la constance et de la ténacité. J'avais deviné aussi, lui dit Ève en l'interrompant, que vous étiez un de ces inventeurs auxquels il faut, comme à mon pauvre père, une femme qui prenne soin d'eux. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN.
Je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée. À bientôt.